Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 136. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je ne parle qu'avec des gestes. Ce soir, tu as décidé de parler qu'avec des gestes. Ce soir, Christophe ne peut pas vous lire. Ah non, ce soir, parce qu'il a des problèmes de mise au point avec ses yeux. C'est-à-dire que l'autofocus ne fonctionne plus. Donc voilà, salut Macro Micro, salut Mister SP, salut la chatroom pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Bon, il y a pas mal de news. Ben malgré tout, ouais. Malgré une activité plutôt calme en ce moment dans le high-tech, faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas trop de... Mais du coup, les news sont variées, c'est bien. C'est ça, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est ça qui est chouette. On va parler de plein de trucs. Toujours sans fibre, dit Mister SP. Ah, dommage. Dommage. Bon, on arrive peut-être à une solution pour le podcast. Hein, on va voir. C'est en cours d'élucidation. Rappelons-nous de cette parce qu'apparemment, les gens qui téléchargent Beats en podcast, ils en sont qu'à l'épisode 130. C'est ça. Donc ils ont un petit peu de retard. Notre fournisseur de podcast qui nous permet de diffuser nos flux RSS à partir de YouTube a malheureusement décédé. Voilà, il est décédé, donc du coup, c'est la mort. Mais on va essayer d'arranger ça. Donc c'est en train. Voilà. Sinon, pour en revenir aux vraies news, les vraies, celles qui vous importent et celles pour lesquelles vous êtes là. On va commencer tout de suite par le .org. Le .org. Qui devient privé. Exactement. Ce fameux top level de domaine name là, le .org, au même titre que les .com, .fr, .io, etc. Jusqu'à présent, il était détenu par une organisation à but non lucratif qui s'appelait la Public Interest Registry. Donc qui gérait du coup les .org. On pouvait s'enregistrer là-bas et puis du coup le tarif était également plafonné. Ouais. Sachant que le .org, comme son nom l'indique, c'était en général utilisé pour des organisations, donc des associations chez nous à but non lucratif. Ça, on peut faire sur renegade.org. On aurait pu faire sur renegade.org, tout à fait. Oui. Mais la plus connue d'entre elles, ça reste quand même Wikipédia. Wikipedia.org, voilà. Et alors, ils ont décidé de vendre le .org, oui c'est ça, comme le .org dans le... Pour ceux qui font de la musique, on est bien. C'est ça. Donc ça a été vendu à la société qui s'appelle Ethos Capital, voilà, sachant qu'avant c'était détenu par la Internet Society. Bien sûr, tout le monde connaissait ça. Bien sûr. Pas du tout. Donc le changement est prévu dès le début de l'année 2020, donc il y aura un changement de personne qui va gérer ça, voilà. Sachant que y a quand même un organisme au-dessus de tout ça qui chapeaute globalement tous les noms de domaine, s'appelle l'ICANN, voilà, qui gère tout, les .com, etc., qui est effectivement américaine à la base. Et donc il gère les domaines de premier niveau. Voilà. Et en parallèle de ça, ce qui a changé, c'est que jusqu'à présent, les tarifs en fait des .org, des noms de domaine que tu peux acheter en .org, étaient plafonnés, justement pour pouvoir avoir un accès pour que les organisations, que les assos puissent accéder à des noms de domaine moins chers. Et bien en parallèle de cette acquisition, ce plafond a sauté. Donc il va sûrement y avoir une augmentation des prix des noms de domaine en .org. Étonnant. Youpi. Voilà. Bon, après, c'était pas les plus utilisés. Enfin, il y a une mode qui était passée qui fait que maintenant les .org étaient moins intéressants aussi. Peut-être un moins bon référencement, mais bon. Voilà. Je n'ai pas de .org. Est-ce qu'il existe un cib.org? Un cib.org. Oh, joli. Joli. Non, je sais pas. Mais bon. Ça va faire dresser... Je sais pas. Ça va faire dresser les poils sur la barbe des barbus. Ah oui, c'est sûr, parce que c'était que pour du non lucratif, et là on se retrouve avec... Évidemment, mais bon. C'est moche, hein. Moche. Bon, c'est pas une grosse révolution, mais c'est un changement. Ça dépend, si maintenant le .org c'est 5000 € l'année, c'est pas la même que quand c'était gratuit. Non, je pense pas. Par contre, ça va être... il va rattraper les tarifs des .com, je pense. Ouais. Et puis ça va devenir le même sauce que ça, hein. Je pense pas qu'il y ait de gros changements derrière. On verra bien. Voilà, ce qui est sûr, c'est que ça va apporter des fonds pour la Internet Society qui va du coup pouvoir financer d'autres activités qu'elle a en parallèle de ça. Voilà. On verra bien. À suivre. Ah, cette news magnifique. See-Through. Ouais. See-Through, qui est du coup un superbe algorithme qui a été créé du coup par des chercheurs pour supprimer l'eau des photos subaquatiques. C'est ça. Alors regardez-moi ça, c'est magnifique. Avant, après. Voilà. C'est propre. À gauche, il y a de l'eau. À droite, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Il y a du Ricard. C'est comme si l'eau devenait extrêmement transparente. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, le principe, pour une fois, ça se base pas sur des algorithmes d'IA, de machine learning, tout ça. Pas du tout, mon bon monsieur. Juste sur un correctif Photoshop, quoi.
Et non, justement, pas sur un correctif Photoshop, parce qu'en fait, tu peux faire du retraitement d'image sur Photoshop justement pour enlever le filtre de couleur bleue que tu as. Bob Ross vite dessus. Mais ça suffit pas, parce que le filtre bleu, c'est pas le seul impact qu'a l'eau sur l'image, sur la photo. Il y a aussi toute une distorsion qui est faite sur les formes en fait, qui sont prises dessus, donc sur l'aspect 3D. Pourquoi? Parce que les rayons lumineux se propagent pas parfaitement en ligne droite dans l'eau. Pas de la même manière, parce que l'eau est pas parfaitement stable, etc. Donc ces chercheurs, ils ont fait, donc il y a un très beau papier de recherche qui explique ça. En fait, ils se sont basés sur la physique de la lumière dans l'eau. Donc ils ont essayé de créer un modèle qui représente la propagation de la lumière dans l'eau pour derrière appliquer les corrections pour enlever cette propagation dans l'eau. C'est assez malin. Donc voilà, tu as une petite animation qui te montre avec et sans. Et alors pour faire ça... c'est bluffant, sans. Enfin, franchement, ça donne un aspect... Mais alors, je sais pas si tu vois, surnaturel. Tu vois, il n'y a pas que la couleur, tu vois, t'as l'impression que la profondeur en fait change un petit peu, le champ de vision. Mais en fait, c'est exactement ça, parce qu'en fait, pour pouvoir recalculer l'image sans eau, ils sont obligés de déterminer quelle est la profondeur et à quelle distance du coup chacun des objets se situe dans la photo. Donc là, ils ont plusieurs passes où ils vont calculer la range map, tu vois, donc le truc qui est coloré en bleu, qui est du coup la profondeur. La profondeur de champ. Voilà, la profondeur de champ de chacun des objets, qui représente quelque part la partie 3D de la photo. Alors ils ont été obligés de prendre plusieurs photos dans certaines scènes, ou d'avoir des capteurs photo particuliers qui puissent mesurer la profondeur de champ en même temps. Et chacun de ces objets. Voilà, c'est ça. Ou les capteurs avec des temps de vol. Mesure de temps de vol. Et à partir de ces données-là, ils sont capables du coup de remodéliser le parcours de la lumière et du coup d'enlever le parcours dans l'eau pour l'adapter à un milieu parfaitement transparent comme pourrait être l'air. Voilà. C'est assez malade. C'est ouf. Il y a un beau papier de recherche derrière que je vous invite à lire qui détaille la physique de la lumière mais qui n'est pas inabordable. C'est-à-dire que c'est pas des algos de gros tarés. Et je trouve ça super bien foutu, c'est-à-dire que le résultat est bluffant. Et pour une fois, c'est sans IA, sans traitement d'image avec des algorithmes. C'est du vrai calcul et de la physique de la lumière et des matières. Et du coup, il pourrait peut-être en tirer quelque chose de, j'allais dire, de presque standard pour traiter n'importe quelle photo finalement. Parce que tu dois avoir quand même quelques éléments qui restent constants. Alors, ce ne sera pas parfait. La déformation de l'image, par exemple, comme tu dis, sur la profondeur de champ et la déformation de l'image, ça non, ils pourront pas le corriger. Mais par contre, pour la colorimétrie et ce genre de trucs, pour donner cette sensation de... Ça, tu le fais déjà, tu as des filtres sur Photoshop qui permettent de le faire. Mais c'était vraiment la distorsion de l'image qui était vraiment un plus pour que tu aies un vrai aspect bluffant qui te dise « Ah ouais, carrément, c'est un changement de milieu et pas juste de correction de couleur. » C'est fou. Donc moi, je trouve ça génial. Bon, et peut-être qu'un jour, ça finira sur l'App Store. En attendant, voilà. Keynote... le 2 décembre. Mais dis donc, mais pourquoi donc? Oui, pour honorer nos jeux et applications préférés. Pour honorer? Donc c'est vraiment une religion, Apple, c'est bien ce que tu dis. C'est un award. Non, en fait, chaque année, il y avait le Best of iTunes de l'année qui en général est publié la première semaine de décembre. Apple, praise the store. Non, mais ils le font pour les podcasts, la musique, les vidéos, tous ces trucs-là. Ouais, c'est les App d'or, ça va être. Et là, en fait, ils vont vraiment mettre l'accent sur le jeu vidéo et sur comment ça s'appelle les applications. On le sait, il y a Apple Arcade, donc c'est hyper important pour eux. C'est bizarre quand même. Et d'avoir leur propre, comme en fait les jeux awards, c'est les Game Awards. Les jeux sur mobile sont rarement récompensés dans les Game Awards de manière générale. Ah, ça commence, mais c'est. Ouais, mais voilà. Ils se disent, nous on va créer notre propre awards de notre plateforme avec les applications et les jeux. Du coup, ils ont mis aussi les applications en disant il n'y a pas de award à part la WWDC, ils récompensent toujours l'appli, machin, tout ça. Ouais. Mais là, ils disent on va aller un peu plus loin avec, je pense qu'il y aura un prix public et plein de trucs. Mais bon, bref. Du coup, on en saura plus le 2 décembre. Et ça arrive vite. Une keynote je sais pas si on va la retransmettre ou pas parce que je sais pas vraiment s'il y a un gros intérêt. Nominé pour le titre du meilleur jeu de réflexion avec des achats in-app situés en Asie pour... C'est ça. Donc, remarque, ça serait peut-être drôle à commenter. Ouais, ça a la rigueur. Voilà. Après, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de... Parce qu'en fait, ils avaient fait une conf sur les services l'année dernière, rappelez-vous, sur Apple TV+, oui, c'est vrai. Sur l'Apple Card, sur Apple Arcade et tous ces genres de trucs. Cette année, il n'y avait pas de conf sur les services. C'est une manière pour eux de reparler un peu des services d'Apple Arcade et tout ça. Donc, voilà. On verra. On garde du bruit sur ces services-là pour continuer à en parler. C'est important pour eux, donc forcément, voilà. Donc on verra bien. Alors j'y crois pas du tout au service d'Apple. J'ai le gars, je sais pas, Apple Music, ça fait partie des services qui fonctionnent bien. Apparemment l'Apple Card aussi fonctionne pas mal aux États-Unis.
Apple Pay fonctionne bien. Je sais pas. Je vois pas. Apple TV+, je t'avoue que j'ai commencé à regarder, il y a 12 contenus vraiment originaux. 12. Et c'est tout ce qu'il y a. Mais ouais, c'est une grosse source de croissance pour eux, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a que ça qui compte, le contenu original sur Apple TV? Non, mais pour moi, il y a que ça. Il y a que du contenu original. Et donc, il y a que 12 contenus. Mais il y a... Ah d'accord, ok. C'est voilà. Il y a 2 séries pour enfants, un documentaire. Ils n'ont pas négocié des droits avec d'autres. Ok. Ils produisent eux-mêmes. C'est un pari comme un autre. Voilà. Tous les mois, ils sont censés ajouter des choses. Alors moi, j'ai droit à 1 an gratos. Du coup, bah, je l'ai. Mais je t'avoue que t'as vite fait le tour, quoi. Mais je comprends. Ouais. Donc voilà, c'est pas incroyable. Je crois que Apple va mettre bientôt la clé sous la porte. Oui, bien sûr, Mister SP. Non, mais la musique pour le moment, c'est là avec ça qu'ils gagnent le plus de pognon. Hein, faut pas se leurrer. Bah, iTunes, hein. Bah ouais, Apple Music. Hein. Apple Music aussi. Les iPods. Donc le service chez Apple, ça a toujours existé. Il y a aussi le cloud, hein, iCloud, machin et tout ça. Ils vendent du stockage en ligne. Ouais, le stockage, ouais, les mails et tout ça. Ouais. Moi, je pense sincèrement que faut pas. Ça rapporte énormément d'argent, hein, les services chez Apple. Hein. Ça représente maintenant, si je dis pas de bêtises, mais 20 ou 30% des revenus globaux. C'est énorme. C'est ce que représentait l'iPhone il y a encore quelques semestres. Donc ça commence à être un gros morceau chez eux. Et dans les services, ils englobent tout. Le cloud, Apple Music, en passant par Apple Card et tout ça, quoi. Donc voilà. Bon. Bref, à suivre en tout cas, c'est ceux qui notent le 2. Cortana, qui va aussi pointer au chaume du, donc il a déjà trouvé un autre travail. Il change de travail le 31 janvier, mais alors pas partout. Petit ange parti trop tôt. C'est ça. Donc Australie, Canada, Royaume-Uni, et je sais plus, il doit y avoir quelques autres. Qui en fait ne vont plus avoir droit à l'application Cortana sur Android et iOS. Goodbye Marilou. C'est fini parce que Cortana va finir à l'intérieur de Office 365 comme une app de productivité. On l'avait bien senti venir. Rappelez-vous à la build, ils avaient fait une démo de je déplace mes rendez-vous, mes machins, mes trucs. Voilà quoi. Bon, c'était bluffant la démo, mais c'est vrai que c'était très orienté business. On disait ouais, mais Cortana, sérieusement, c'était pas une démo, c'était une vision, c'est-à-dire que la nana qui se travaille de jour au jour. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire. Ils promettent avec Cortana dans. Voilà, et là, dans Office 365. Ils concrétisent l'implémentation. Okay. Le seul moment où vous allez vraiment jouer avec Cortana sera dans Halo, quoi. Mais c'est tout. Sinon, ce qu'ils veulent en fait, c'est en faire un assistant personnel pour le boulot. Ils se disent bon bah ça marche pas pour le grand public, on va le faire pour le boulot. C'est sans le... Attention, un indice, ça risque de pas fonctionner non plus pour le boulot. Juste comme ça. Ouais, enfin Microsoft, Office 365 dans le monde pro, ça marche quand même pas mal. Hein. Ouais. Microsoft Teams, tout ça, mais tu as demandé à Cortana de déplacer tes rendez-vous et tes machins? Bah je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je sais pas. On verra. Non mais pour organiser une réunion, tu sais, il y a des trucs qui marchent très bien. Il y a des services que... quand tu fais du Outlook avec du Exchange, tu vas toujours organiser des réunions pour trouver les créneaux dispo. Oui, et ça, tu te le mets, machin. Ça, elle te le fait pour toi. Il y a des services qui se développent par rapport à ça. J'ai de plus en plus d'invites qui se font avec des services tiers, tu vois, type Calendly. Où en fait, on t'invite à prendre rendez-vous avec la personne toi-même. Et du coup, ils synchronisent automatiquement tes agendas. Et du coup, tu as des services tiers qui se développent quand même pour faire ça. Donc, tu as vraiment un manque, je pense. Donc, il y a un créneau que pourrait combler Cortana là-dessus. Ouais, mais c'est dommage d'avoir fait Cortana et d'avoir créé Cortana comme l'assistant même domotique et tout. Hein. Ah oui, et non, mais finir à gérer le calendrier de Christophe. C'est une mise au placard. Voilà quoi. Franchement, ça sent le changement de poste quoi. Ah, c'est ça. Donc clairement, c'est genre, écoute, maintenant on a des poubelles à vider, alors vu que tu sais pas quoi faire, tu vas t'occuper et tu nous feras un café aussi. Bon, pour le moment c'est réservé qu'à ces pays-là, ça débarquera sans doute chez nous aussi, donc Cortana va sauter d'à peu près partout. D'ailleurs, sur Xbox, vous avez maintenant Google Assistant. Ouais, non mais oui. Tu vas pas gérer ton agenda sur Xbox? Je comprends pas. Non. Non, mais voilà. Je t'avoue que c'est triste, hein. Franchement, je trouve ça un peu triste, mais en même temps, ils auraient mieux fait de la couper direct. Hein. Mais au moins, c'est pragmatique, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que ça marchait pas, et ils essaient de la replacer, c'est pas non plus, ils essaient pas de la faire vivre. Ils avaient déjà vendu le fait que Cortana, je sais pas si tu te souviens, au tout début, pendant le keynote de lancement de Cortana, il nous avait expliqué que il y a des composants qui s'appelaient Cortana, je sais plus quoi, des composants, tu sais, que tu peux utiliser en dev. Pour des calendriers, ce genre de trucs en fait. Il y avait tout un tas de services autour de Cortana qui étaient Cortana dans le cloud en fait. Ils nous vendaient ça comme ça. Maintenant ça a tout été rebrandé Azure.
Comme quoi, tu vois que c'était vraiment juste pour histoire de me caser le mot Cortana à l'époque. Hein. C'est les Cognitive Services, tu crois que Non, c'était pas les services Cognitive Services, d'intelligence? c'était encore... Ouais, alors c'était des services d'intelligence, mais c'était pas ça. C'était... Bon, peut-être. Faudrait le retrouver, mais vraiment, lors de l'annonce, ils en avaient parlé, en disant, lors d'une build, alors Cortana avait déjà été annoncé, et lors de la build suivante, ils avaient fait tout un truc autour de ça, en disant, Cortana, c'est l'assistant que vous connaissez, mais on utilise l'intelligence de Cortana aussi pour vous aider dans vos projets de code, machin et tout ça. Vous pouvez interroger Cortana, je sais plus quoi, qui allait chercher en gros ton agenda. Tu interroger ton agenda, mais enfin. Ah d'accord, je me rappelle plus. Bon, après, c'est surtout une marque. Hein. Exactement. Cortana, c'est une marque pour tout ce qui va être service intelligent autour de l'utilisation de leur plateforme. C'est ça. Donc au début, c'était la plateforme Windows et les Microsoft Cognitive mobile. Services, ils auraient pu s'appeler les Cortana Cognitive Services. Oui, mais justement non, ils l'ont changé Bien pour sûr. que ça puisse être un service à part indépendant. Bien sûr, bien sûr. Donc là, ils surfent sur cet assistant, mais du coup, il devient plutôt dans le monde pro. Bon, à voir. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai un gros doute, mais pourquoi pas. Mais tu sais, ils rajoutent de plus en plus de briques comme ça d'intelligence, si je puis dire, en tout cas, qui vont te permettre de faciliter des usages au sein de Office, et ils le font de manière assez maligne. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils arrivent pas avec des gros sabots en disant « Ouais, de l'IA dans Excel » ou machin, tout ça. Ils le font sur... tu vois, dans le PowerPoint, ils le font pour optimiser quelques présentations, t'expliquer que tu pourrais prononcer mieux ou prendre plus de temps à tel endroit. Et c'est vraiment des points clés qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont aussi regardé ce qu'ils ont annoncé jusqu'à présent en disant on y était un petit peu violemment, on a promis des trucs de fou et en fait non, ils sont un peu plus pragmatiques sur les annonces qu'ils font. C'est vrai. Donc je pense que ils y vont quand même doucement et que ça va pas être non plus un gros effet d'annonce sans rien derrière, un gros pchit quoi. On va voir, écoute. J'annonce juste comme ça, j'ai mon œil droit qui est en train de décéder et ma narine aussi, c'est parce que je suis en train de faire une allergie à quelque chose. Donc voilà. Si, ça fait comme quand je suis allergique au chat et que je me touche. Et donc, si jamais je me mets à éternuer et j'en peux plus, je suis désolé, par avance. Cortana pour aider tes tableaux croisés dynamiques dans Excel. Écoute, oui, je sais très pas. Bien. Bonne idée, Mister SP. Mais oui, mais ça peut être un bon cas d'usage. Pourquoi pas. Bon, on va parler en parlant d'IA. Hein, voilà, en parlant d'IA, avec un pas. Nous allons parler de John Carmack. John Carmack qui est ce super monsieur, ce dieu vivant du jeu vidéo, si je puis dire. Dieu vivant pour les rétro gamers. Hein. Ah non, il a continué à faire des trucs. Oui. Oculus, lol. C'est ça. Voilà, donc John Carmack, créateur des moteurs de jeu 3D, les premiers FPS, dont Wolfenstein 3D, Doom, qui avait officié chez ID Software, pardon, et qui avait quitté la maison effectivement il n'y a pas très longtemps pour rejoindre Oculus. Parce qu'il avait quand même travaillé pendant très longtemps. Une grosse annonce pour Oculus. Ah, dire, on a récupéré John Carmack, c'était énorme. Hein. C'est le mec qui a en gros mis en place les principes des moteurs de jeu 3D, les premiers moteurs de jeu 3D. Oui. Donc c'est pas rien. Il y a énormément de vagues de jeux qui sont construits sur les bases des algorithmes qu'il a créés en fait, quelque part, ou implémentés, mais en tout cas qu'il a mis en œuvre dans les premiers jeux 3D. Donc c'est quand même un grand monsieur dans le domaine du jeu vidéo. Et la VR, il en a cru pendant très longtemps. Il a participé énormément au développement d'Oculus, même avant que ce soit racheté par Facebook, donc pendant très longtemps. Et là, il a annoncé quitter le rôle qu'il occupe actuellement. Donc il est CTO, donc directeur technique de chez Oculus. Il va quitter pour devenir juste consultant. Donc il prend un peu de temps, mais il sera toujours là pour participer aux grandes décisions. Et pourquoi ? Pour participer, pour consacrer son temps à du travail à côté sur de l'IA forte. Voilà. Il dit avant qu'il ne devienne trop vieux pour aller chercher ça. Donc il a envie de continuer à explorer des pistes comme ça. Mais c'est ça, écoute, tu vois, je suis content. John, on s'appelle. On se fait une bouffe. Et... carrément. Et alors, juste pour expliquer un petit peu ça, l'IA forte, en gros, c'est l'inverse de l'IA faible. L'IA faible, c'est celle qu'on va entraîner à faire des tâches. Donc on a des choses qu'on sait faire, qu'on maîtrise, on va l'entraîner à faire des choses et après on va lui refaire faire des choses équivalentes à ce principe-là. L'IA forte, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va développer un algorithme qui va être capable de faire des traitements automatiques et pouvoir s'adapter à d'autres choses. Donc c'est un IA qui est plus général. C'est la grande promesse de ce qu'on attend derrière l'IA. Et c'est du coup sortir d'un domaine sur lequel elle n'a pas été conçue pour aller chercher d'autres éléments d'automatisation en dehors de son domaine d'entraînement. Voilà, ça peut être intéressant, c'est un beau coin de recherche, en tout cas expérimental, il va sûrement se faire plaisir. Je sais pas s'il y aura des vrais résultats de recherche derrière. Il va sortir une version de Doom IA édition, et là, ça va être très difficile de battre l'IA. Oui, mais justement, tu vois, là, ça serait une IA forte si ça serait une IA de Doom qui serait capable de faire le café. Faire autre chose, ouais. Tu vois, là oui. Mais bon, donc je suivrai quand même ce monsieur, parce qu'il a toujours des... ses travaux de recherche sont intéressants d'ailleurs. Bon, on verra.
On verra bien, hein, écoute, mais c'est pareil, je trouve que c'est pas mal. Bon, d'un pionnier à un autre, lol, il n'y a qu'un pas. Ils étaient faits pour se rencontrer, peut-être sur Mythique d'ailleurs. Je vais vous parler de Marc Simoncini et de son vélo, Angel. Ouh. Angel Lab, le nom de la société. Ils sortent un vélo qui s'appelle Angel, avec 2 L. Pourquoi 2 L, je ne sais pas. Alors, Marc Simoncini, si vous ne le connaissez pas, c'est un pote à Xavier Niel, tout ça. Là, il fait partie de ces grands investisseurs français qui a investi dans plein de startups. Mais c'était Mythique, lui, non? Oui, Mythique, Ouais, ouais. c'est- Mais pas que, hein. Il a bossé, il a investi dans Oui, plein de oui, boîtes. oui, ça a été ça. Autre que Mythique, ça a été sa réussite. C'est lui qui a fait l'introduction en bourse, machin, tout ça. Bref. L'introduction. C'est En ça, bourse. exactement. Voilà. Et donc, du coup, il a décidé de se lancer dans la mobilité urbaine. Alors, franchement, le keynote, c'était un mélange d'imitation de Tony Stark et de Steve Jobs. En fait, c'était à la française. Tony Jobs. C'est Tony Jobs. C'était à la française. Et alors, je vous inviterai à le regarder. Ça pue la Anthony travaille. Non, mais c'est ça. Ça pue la mégalomanie à plein nez. Alors, pourtant, c'est quelqu'un d'intelligent. Un ancien informaticien, machin, tout ça. Mais quand le truc commence en disant aujourd'hui, c'est pas compliqué, on va inventer un produit qui n'existait pas. Un segment sur lequel notre produit n'existe pas. On va inventer un segment comme l'iPhone l'avait fait. L'iPhone a inventé un segment, faut savoir. Hein. Enfin, d'après Marc Simoncini. Et donc, voilà, en gros, on va faire l'iPhone du vélo. Et c'est vraiment ce qu'il dit. Il répète le mot iPhone plein de fois. L'iPhone du vélo. Ouais. Donc, il a dit on a pris le meilleur designer du monde, hein, donc Ito. Hein. Après, on a ubérisé le milieu avec la blockchain. On a iPhoneisé le vélo. Non, mais sincèrement, c'est... Bon, je trouve dommage. Parce qu'en fait, on sent que c'est le truc fait pour les journalistes grand public qui comprennent rien et qui vont juste retenir des mots-clés. Genre, on a inventé l'iPhone, ils ont inventé l'iPhone du vélo, tu te rends compte? Ouais, c'est ça. Donc, un smart bike, en disant, il n'y a jamais eu un smart bike avant. Alors, j'ai cherché, il y en a plein des smart bikes sur le marché qui font quasiment tous la même chose que celui-ci. Des fois mieux, des fois moins bien. Eux, ils ont une petite fonction peut-être en plus que les autres n'ont pas. Mais est-ce que ça vaut le prix? On verra. Mais est-ce qu'il est parti d'un constat simple? Oui, il est parti d'un constat simple qui était D'accord. que la voiture, c'était un truc de dingue. On se déplace à 15 km/h en ville, en moyenne à Paris, tu vois. Et on perd 1 semaine par an dans les bouchons. On a un problème avec cet objet. Le constat simple, c'est ça. On a un problème avec cet objet. Le constat simple, il y a trop de bouchons. Du coup, on va mettre des vélos. Et donc, il poursuit en disant que 75% des déplacements que l'on fait en ville font moins de 5 km. C'est bizarre d'utiliser un outil aussi mal adapté pour les déplacements urbains. Dixit Marc Simoncini. Disrupter le casque de vélo, ouais. Donc il a posé son pitch avec 3 constats. Ce n'est pas que. Le premier, c'est que les villes sont en train de se redessiner intégralement. Ensuite, on voit les moyens de locomotion dans les villes qui sont en train d'être complètement redistribués. Bon, okay, ça veut tout et rien dire à la fois. Ouais, il y a plus de trottinettes que de vélos quand même. Ouais. Le deuxième constat, je sais plus ce que c'était. Le troisième, en tout cas, c'était le sujet inéluctable. Quelle couverture. C'est qu'on a tous conscience de l'urgence écologique. J'ai regardé le keynote, il dure 25 minutes, mais je t'avoue, j'ai avancé. Donc, de tout ça, ce raisonnement, ils disent, c'est pas compliqué, le projet Angel, vélo électrique aux qualités nombreuses. Design, soigné, sans pour autant avoir l'impression qu'il sort du futur, tu vois, un truc un peu que t'oserais pas sortir, voilà. Alors, moi je vous dis direct, quand j'ai vu le vélo, j'ai dit il y a quand même un gros problème. Mais vous allez vite vous en rendre compte. Quel teasing. Il a un moteur de 250 watts, qui est pas mal. Non, situé dans le moyeu de la roue arrière. Voilà, il est en raccord avec les normes européennes. Il va donc à 25 km/h maximum. Ah, c'est parfait. Voilà. Il est dans les réglementations. Il faut qu'il soit connecté, parce que c'est ça en fait, pour se démarquer de la concurrence, il faut qu'il soit connecté. L'iPhone du vélo, le smart bike, je te rappelle. Donc, ils ont ajouté un écran tactile de 2,4 pouces. Donc, autant te dire, c'est une montre, quoi. C'est ça. Qui est donc intégré au guidon. Donc, ça, c'est cool. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça un guidon, ils appellent ça un cockpit, messieurs, dames. Je vous jure, ils ont répété le mot cockpit à peu près 100 fois. Bon, on rigole, mais vous allez voir. En fait, il a des qualités quand même. L'iPhone du vélo avec un cockpit. Il a un cockpit. N'allez pas regarder, hein. Je vous dis, je vous montrerai après les images. Donc, il a les principales informations, niveau de batterie, calories, vitesse, distance. Il a un GPS optimisé en fonction du trafic et de la météo. C'est-à-dire, il te fait passer entre les gouttes. Il te fait prendre des itinéraires où tu es peut-être un peu plus abrité, tu vois, ou j'en sais rien. Bon, bref. Il y a un mode de fonctionnement qui est quand même très drôle, et on va en parler tout de suite. Il y a 4 modes de conduite. Le fly fast. Le fly. Je te jure.
Mais il a 2 ailes, donc il vole, c'est parfait. Il vole pas. Oui, Angel, c'est un peu pour ça. Le Fly Fast, qui dérive donc qui livre pardon, une accélération et une puissance maximale. Donc là, tu vides la batterie en 2-2. Le Fly Dry, c'est un mode intelligent. Attends. Un mode intelligent qui s'ajuste à l'effort et au trajet pour dégager la puissance juste nécessaire pour éviter d'arriver transpirant au travail. C'est ça le Fly Dry. T'es sec quand t'arrives. T'es sec. Comme la batterie du vélo. Le si tu as envie Fly d'être Eco, mouillé, c'est est-ce pour que t'as un économiser mode, la batterie et... Fly X, c'est si t'as envie d'être mouillé par contre, c'est ça. C'est ça. Pour économiser la batterie, allonger les distances. Et il y a le Fly Free, où là, ça désactive complètement l'assistance. Et c'est assez rare sur les vélos à assistance électrique d'avoir l'assistance complètement désactivée. Vraiment, le vélo est libre et il fonctionne comme un vélo classique. On va me dire, putain, il a vu le poids du vélo. Et en fait, pas du tout. Est-ce qu'il a un poids hyper contenu de 13,9 kg. Il est énorme. Il est tout en alu. Donc non, il est quand même un peu allégé. Non, c'est pas déconnant, ça va. Déconnant. Ça va, ce qui permet de faire du vélo sans souci. Il peut d'ailleurs fonctionner, je crois, même sans la batterie. La batterie étant amovible. Voici le vélo. Alors, c'est dommage parce qu'il y avait une image que j'ai pas réussi à récupérer. C'est celle de la batterie qui est à l'arrière. Tu vois, c'est pas un porte-bagages, c'est la batterie en fait qui est derrière. Que tu peux débloquer. Et en fait, on dirait l'arrière d'un Enterprise. De l'USS Enterprise. D'accord. Donc voilà, je vous le montre de profil un peu plus près. Donc pour moi, ce vélo a un souci. Alors descends, tu vas peut-être l'avoir la batterie. Non, là on voit l'écran. Non mais vas-y, je vais chercher. Oh, tu cherches. Ce vélo a déjà un souci, c'est que c'est une chaîne. Alors que maintenant, il y a plein de e-bikes qui fonctionnent avec une courroie. Bah oui. Ce qui est quand même plus sympathique que la chaîne. Mais bon, why not. Donc déjà ça. Et il n'y a pas de suspension non plus. Donc ouais, le cadre a l'air bien rigide. Hein. Le cadre, voilà. Alors il était hyper content, Ito, de dire, regardez... le cadre est symétrique, c'est une des particularités, comme on peut le constater. Wow. Tu vois, ça fait vraiment un truc symétrique. Mais c'est le designer, tu vois. Si tu regardes, bon voilà, vu le futur flop. Je sais pas, on verra si c'est un futur flop ou pas. J'ai pas réussi à trouver l'image de la vue de dessus de la batterie. Elle y est dans la vidéo, dès le début de la vidéo. Oh, c'est pareil, c'est tombé. Mais bref, vous verrez sur leur site. Et voici le cockpit. Mais c'est magnifique. Voilà, je vous mets au défi de fixer votre téléphone sur ce truc-là, si vous voulez rajouter le téléphone. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, tu ne sors pas ton téléphone normalement, puisque les indications GPS apparaissent sur cet écran tactile que tu peux, évidemment, avec lequel tu peux naviguer au doigt. S'il est mouillé, par contre, je pense que en termes de réactivité, ça va être un peu le bordel, comme n'importe quel téléphone. S'il fait froid et que tu as des gants aussi, tout ça, machin. Ouais, c'est possible. Bon, donc... C'est moi où les poignées de frein sont vraiment très loin. Je trouve assez loin aussi. Après, il faut 20 cm de doigt. Peut-être que la photo rend pas hommage au truc, tu vois, mais là ça a l'air plus près. Ouais, carrément. Là ça a l'air plus près, je pense. C'est la façon dont l'angle. Alors il y a un éclairage à l'avant, à l'arrière de la batterie il y a deux feux, voilà, qui servent aussi de clignotants, parce qu'il y en a un qui clignote à droite, un qui clignote à gauche. Voilà, il peut s'enlever. Il y a même un dock que vous avez à la maison, vous pouvez accrocher au mur par exemple, pour poser dessus. Il a partagé le lien, voilà, on la voit. Pour poser la batterie sur le chargeur mural, en gros. Ah, pas mal. 2 heures pour charger et donner 100% de batterie. 70 km de rayon d'action. C'est ce qui est annoncé. La batterie fait 2 kg et elle est amovible. Voilà. Des jantes en 28 pouces. Bon. Effectivement, la batterie, c'est rigolo. Ouais, la batterie, on dirait l'arrière de l'Enterprise, je te dis. C'est le cadre en tube comme ça me fait tellement penser à des... T'as l'impression que c'est des barrières de sécurité sur la route ou un caddie. Ouais, il est tout alu comme ça. Ça fait chelou. Ouais. Alors, il propose quelques options comme un garde-boue, puisque là aussi, il n'y a pas de garde-boue. Origine, bah oui. Ça ne sert à rien, les garde-boue, il faut le savoir quand il pleut, tout ça. Il y a un truc quand même qui est intéressant, et j'en ai pas parlé, c'est que le cockpit intègre tout un tas de capteurs, dont un gyroscope, accéléromètre, tout ça. En cas de chute, il peut prévenir un proche rapidement. Accessoirement, le vélo est géolocalisé en temps réel, donc vous pouvez savoir où il est en cas de vol et tout ça. Mais il est connecté en 4G ou... Alors voilà, ça c'est la bonne question. Ou par il est un abonnement avec pour... Il est connecté, c'est tout ce qu'on me dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tarif, quand même, c'est important le tarif. L'argent c'est important. 2690 €, ni plus ni moins. Ou 74,90 € par mois pendant 3 ans. Voilà. Putain, livraison prévue en 2020. Mal la LLD. Hein. Bien, bah écoute... Sinon, vous avez les vélos Cowboy, je sais pas si vous les connaissez.
les e-bike cowboy, qui ont un look qui est carrément top, qui valent 700 € de moins et qui ont aussi des services connectés. E-bike cowboy, tu tapes. Ouais. Ils sont tout noirs, enfin top. Batterie aussi amovible d'ailleurs, hein. Vous pouvez le recharger chez vous. Et ils ont un look voilà, qui est mi-futuriste, Mi-moche. mi-futuriste. Bah non, pas tant que ça en fait. Voilà. C'est les goûts et les couleurs. Ouais, enfin après un vélo, mettre. ça reste un vélo. Hein. Franchement, vas-y, Un affiche-le. vélo moche, ça reste un vélo moche. Mais non, affiche-le. Si ça veut bien. Allez, affiche-toi. T'as pas cliqué. Ah non, PLS de la régie. Non. C'est vrai? Mais oui, vas-y, tu peux l'afficher toi. Voilà. Donc, il est pas plus moche que l'autre, hein, honnêtement. Il y a aussi un feu à l'avant, un feu à l'arrière, voilà. La batterie est dans le grand tube, là, vous pouvez la sortir. Lui, par contre, alors toujours pas de suspension, hein, merci beaucoup. Mon cul vous remercie. Par contre, lui, il a droit à une courroie plutôt qu'une chaîne. Voilà. Nice. Ça fait moins de bruit en plus et tout, tu vois, donc plutôt cool. Il a à peu près la même autonomie que l'autre. Et il coûte 700 € de moins. Alors, il a pas de cockpit, mais par contre, il a un système de lock pour mettre ton smartphone au milieu du cadre dessus. Donc voilà. Et tu as toutes les fonctions connectées dessus. La courroie, comment tu gères les vitesses quand t'as ça? T'as pas? C'est une bonne question. Ou alors t'as un variateur ouais, sur la mobilette différent, peut-être. Mais bref, voilà, c'est pas mal. La mochitude, c'est une constante quand ça coûte cher. Un petit peu. Ouais, faut pas dire que l'iPhone est moche. Le Fold, par contre, est très cher. Est-ce que vous le trouvez beau? Le Fold, le Galaxy Fold. Ah, non. On va parler d'un autre truc qui est moche et... Moche? Je sais pas, non. Qui est cher. Non, il est pas moche. Non, il est pas moche. Bon. C'est vrai que le problème de Roy... Non, mais honnêtement, fais du vélo sur les pavés, sans amortisseur, avec une selle bien dure. On en reparle. T'as mal au cul. Je te le dis direct, t'as mal au cul. Testé et approuvé. Voilà. Cédric. Bon, sinon, un truc hyper intéressant. Allez. Ah, mais ouais, la B-Box avec des pubs ciblées by Google. Ah, mais c'est parfait. Orange et Free vont le faire aussi, hein, je vous le dis direct. La B-Box TV, hein. Ouais, en fait, à partir du 1er janvier prochain, la télé, c'est la mort. Comment ça s'appelle, les opérateurs ont le droit de diffuser des publicités ciblées à l'intérieur des programmes live. C'est-à-dire qu'au moment de la coupure pub, au lieu d'avoir les pubs des chaînes, machin, tout ça, vous avez de la pub par-dessus Google, un peu comme sur Twitch quand on lance la pub. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai pour toutes les... Réforme de l'audiovisuel. Les télé over the top? Ah oui. Enfin non, que pour la B-Box d'abord, mais après ça va être pour les autres. Waouh, c'est de la porte ouverte à toutes les fenêtres. Putain, oui, c'est le cas de le dire. Voilà. Ah, mais Google, ils vont s'en donner à cœur joie. Google, l'initiative, ça va permettre de développer des régies publicitaires sur des nouveaux supports. Mais c'est clair. Voilà. C'est leur cœur de business. Ils vont arriver, allez, pim pam poum, toutes les télé, toutes les Android TV, allez, nique la pub. Voilà. Et alors en fait, surtout, c'est là où la nique, c'est surtout pour les annonceurs. Le mec qui achète son spot de pub sur TF1 ben oui. et son spot est remplacé par une pub Google parce que le mec il est abonné Bouygues ou Free. Oui, mais ça peut être intéressant parce que du coup, ça va permettre de financer les set-top box. Oui. En fait, non. En fait, je pense que honnêtement, la démarche va complètement changer. C'est-à-dire que il y aura plus les pubs intégrées. Tu sais, quand il y a une coupure pub, ouais, tu vas avoir une pub entre guillemets générique. Oh. Mais TF1 en gros va vendre sa publicité ciblée via la régie de Google. Et quand tu regarderas le flux de TF1 sur la B-Box, tu auras des pubs qui seront faites pour toi. Si t'es pas sur la B-Box, tu auras des pubs génériques. TF1 et Bouygues, c'est la même maison. Non, mais je sais. Mauvais exemple. Mais bon, mais M6, hein, ça marche. Voilà, M6 va dire, bah moi je passe par la régie Google. Donc du coup, il va me cibler. Donc quand je vais regarder la télévision chez moi, je vais avoir des pubs sur la chaîne M6 vendues par Google, via Google, machin et tout ça. Et l'idée, c'est que ils vendent les spots de publicité plus cher. C'est juste ça. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est juste ça. Et si jamais Madame Michu, chez elle n'a pas de box internet, elle regarde sur la TNT, elle aura quand même de la pub. Je vous rassure. Hein. Ouais, mais ça va quand même de la pub ça va déplacer du pognon qui est actuellement envoyé aux télé et donc aux diffuseurs, et ça va le déplacer vers les intermédiaires, ceux qui vont du coup... YouTube style, ça fait. Pub en fonction des centres d'intérêt. Non, parce que les propriétaires de contenu sont pas sur la plateforme qui permet de le visualiser. Ah non, c'est vraiment une séparation. Non, mais quand je dis YouTube style, c'est plutôt le ciblage de la pub. Et les 30 secondes de pub, sauf qu'il n'y aura pas ignorer les... Alors, Adblock servira à rien, parce que dans les faits, au pire, tu auras quand même la pub de la chaîne. Donc voilà.
Oui, c'est-à-dire que ça fait comme si tu refuses les cookies sur les sites sans avoir des adblocks, c'est-à-dire que tu auras de la pub, mais elle sera pas ciblée. C'est tout. Ce sera l'équivalent de ça. C'est marrant quand même ce truc-là. C'est ouf, hein. Ouais, ça revient à un modèle comme tu as sur le net, en fait, c'est ça avec ou sans cookies. T'es ciblé, tu as des trucs bien ciblés. Comme sur Twitch finalement. Ou quand tu balances la pub, bon elle est pas très ciblée hein, sur Twitch je vous rassure, mais quand nous on fait une pause publicitaire et qu'on lance la pub, on lance 6 minutes de pub ou 3 minutes de pub, c'est 3 minutes. On lance 3 minutes de pub, vous avez normalement 6 pubs qui passent, des fois c'est 6 fois les mêmes. Mais jetez vos box opérateurs quoi, ça va être... déjà que c'était la mort, enfin, déjà que la télé... Mais les box télé des opérateurs, ils vont s'en donner un cœur joie pour récupérer du pognon là-dessus. Hein. Voilà, donc ainsi lorsque vous regarderez donc un programme télé interrompu par une coupure pub, cette dernière sera spécialement adaptée à votre profil. C'est la classe ou pas? La meilleure comparaison, évidemment, les pubs que vous pouvez apercevoir sur le web, évidemment. Comme aussi le rappelle le JDN, le syndicat national de la publicité télévisée estime que ces publicités ciblées vont permettre de générer près de 200 millions d'euros de recettes supplémentaires sur 5 ans, donc c'est énorme. Bouygues et Google ont conclu ce partenariat d'1 an et demi, dont les premières applications interviendront d'ici 1 an. L'objectif d'être prêt pour le premier trimestre 2021 pour un déploiement plus global. Et Orange et Free sont intéressés et devraient signer aussi avec Google. Du coup. Étonnant. Ce beau marché pour Google. Mais après, je pense que c'est très spécifique à la France. Je pense que c'est... Aux États-Unis, tu penses que c'est... Non, je pense qu'ils vont commencer par là et que ça va se répandre après. Oui, non, mais c'est très spécifique à la France parce que nous, on utilise énormément de box opérateurs. Et c'est plus facile d'implémenter le truc, tu vois. On a une culture de la box qui a amené Free avec la Freebox, mais on a surtout, contrairement aux États-Unis, un vrai marché. Enfin, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'avec la TNT, tu as quand même accès à plein de contenus. Oui. Alors qu'aux États-unis, si tu la moindre diffusion télé, il faut une set-top box. Ouais, mais elles sont très spécifiques, c'est pas des trucs Google, machin et tout ça. Enfin... Ah, mais il y a d'autres marques. T'as Amazon avec les Fire. Mais nous, les box télé, et t'as honnêtement, tu vas le voir arriver, ça va être. Ah non, mais bien sûr. Ça va être que ça. C'est que de l'Android, t'es content. Ah ben oui. La sauvegarde à froid. Tadam! C'est le cas de le dire. La sauvegarde à froid de GitHub pour survivre à l'apocalypse, absolument. Et non, ce n'est pas un titre sorti de nulle part, puisque Microsoft, du coup, qui a racheté GitHub il y a quelques temps, ils ont annoncé procéder à une sauvegarde, donc une sauvegarde à froid, de l'ensemble du code source. Alors GitHub, c'est une plateforme sur laquelle on peut héberger le code source des différentes applications. On s'en sert principalement pour tout ce qui va être projet open source, pour lequel on va partager du coup le code source à tout le monde, ce qui ne veut pas dire que c'est gratuit. Mais du coup, il y a beaucoup de projets qui sont utilisés et embarqués dans énormément d'appareils ou d'autres projets de logiciels ou des télés, des autoradios, des voitures, il y a plein de trucs qui sont utilisés dedans, qui sont hébergés sur GitHub. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe demain s'il y a un apocalypse, s'il y a une guerre nucléaire et que du coup des data centers sont ciblés, sont détruits, etc., et que tu perds ces informations-là, même si c'est répliqué tout ça, si jamais, on ne sait jamais, ça, voilà, coupure d'électricité, etc., comment on fait une vraie sauvegarde globale de toutes ces données-là? Alors, il y a plusieurs initiatives. Ça rejoint en fait une autre initiative en Norvège qui est ce truc-là, ce bâtiment-là, on en avait déjà parlé, qui s'appelle le Global Seed Vault, qui est un énorme frigo dans lequel... Dans Fallout. Mais c'est ça, un Vault, ouais, c'est pour ça. C'est un frigo dans lequel on va recenser l'ensemble des graines de l'ensemble des espèces des plantes de la planète. Et elles sont conservées là-bas c'est le référentiel, si tu veux, de l'ensemble des plantes. Ouais. Et on peut demander à en stocker, on peut demander à en récupérer pour en fait repeupler certaines parties de la région. Mais du coup, ils se sont basés sur ce même principe-là pour d'autres sauvegardes. Alors, c'est marrant parce que c'est pas très loin, à quelques kilomètres à côté, il y a une mine de charbon désaffectée qui a été utilisée pour gérer ce stockage-là. Donc c'est une autre société. Et donc c'est une autre initiative. Donc là, c'est le Arctic World Archive, qui est un vault pareil de stockage sécurisé pour tout ce qui va être données numériques qu'on veut conserver comme ça, et jusqu'à sauvegarde après l'apocalypse. C'est important qu'un apocalypse serait de savoir comment faire tourner notre JS. Bah mais c'est clair. Petit troll, ouais. Ils n'ont pas réussi à récupérer toutes les dépendances, par contre, de Node.js, ça rentrait pas. Ça rentrait pas, ouais. Si on va aller jusqu'au bout du troll, très bien. Donc ce service-là est déjà utilisé pour backuper d'autres données numériques, notamment toutes les archives du Vatican. Et c'est ouf, on voit l'entrée de la mine là. Oui. Tu vois vraiment le truc. C'est marrant. Ils ont muré le truc. Tu vois les rails qu'ils ont du coup éclairés avec des trucs de LED pour sympa, donner un aspect futuriste, machin. Ça fait un peu néo-rétro. C'est chelou, c'est la base des méchants quoi. Ah, c'est un peu ça, ouais. Ah, moi je trouve ça génial. Half-Life. Franchement, c'est Half-Life. Ah oui, c'est Half-Life, carrément. Okay. C'est Black Mesa, c'est ça.
Donc voilà, donc la société qui opère du coup Arctic World Archive, c'est AWR. non, c'est Pickle. Et Pickle, ils ont inventé un procédé de sauvegarde sur film. Ce sont des films. Oui, monsieur. Et ils ont inventé ce principe-là parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'ils ont réussi à faire des sauvegardes qui durent le plus longtemps. Et c'est un média qui est ultra méga résistant dans la durée. Okay. Puisqu'ils ont à peu près une durée de vie de 500 ans pour un stockage mais qui le truc qu'ils n'avaient pas fait sur le verre là chez Microsoft, c'est pas mieux? Mais c'est pour ça en fait. Ça rejoint cette news là, c'est-à-dire que Microsoft est en train d'étudier la possibilité de sauvegarder sur du très long terme des données comme ça. Mais actuellement, c'est des travaux de recherche qu'ils ont Microsoft sur les sauvegardes sur les disques. Sur le verre, c'est ça. Mais ça, c'est déjà en place. Ça existe depuis plusieurs années, cette société-là, Pickle. Il va falloir migrer tous ces trucs-là du film vers le verre là. Ils ont s'amuser. En fait, la société fournit tous les services qui vont avec. Ok. Et donc ils font c'est sauvegardé en numérique, mais c'est sur des bandes type analogique. En fait, voilà. Mais ça reste. Ils font l'analogisation. Voilà. Et alors, c'est une boîte qui est spécialisée là-dessus. C'est le Perpetual Data Storage. Donc ils sont vraiment dans la sauvegarde très 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 longue durée. Et ça dure 500 ans, t'as dit, mais on stocke combien? Alors, tu stockes des terras, voire des pétas là-dessus. Alors, je sais plus précisément sur une bande comme ça, mais ça va très 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 loin. Ils en sont dans plusieurs terras très largement, plusieurs même centaines de terras sur une bande comme ça, c'est énorme. Ah ouais. Après, là, c'est un film qui est très fin et la bobine est assez large. Oui. Et alors, du coup, ça me fait marrer parce que pour lire tes données, tu te retrouves avec des appareils comme ça. Wow. Et du coup, c'est marrant parce que c'est des appareils futuristes pour sauvegarder tes données, mais qui rappellent des principes de sauvegarde sur bande. Tu sais que tu avais dans les vieux mainframes avant, où tu avais des bandes mais magnétiques pour le coup, où tu sauvegardais en analogique. L'avantage, c'est que tu peux toucher avec les doigts, ni rien, ça va rien démagnétiser. Exactement. Donc voilà. Alors ils ont fait ça pour sauvegarder initialement des films, vidéos plutôt, mais qui sont digitalisés, donc qui sont vraiment numérisés et sauvegardés en format numérique. Et c'est des films comme ça qui sont utilisés. C'est génial. Hein, voilà, c'est marrant. Je trouve ça c'est hyper décalé et en même temps on n'a pas mieux actuellement pour sauvegarder sur du très long terme. Fou. Voilà. Alors après c'est aussi dans des zones qui sont à froid, pression, température maîtrisée, tout ça. Donc voilà, c'est génial. Pas mal. Voilà, les projets open source sauvegarderont à l'apocalypse. On continue sur une autre news Microsoft. Ouais. Du coup, puisque Microsoft a annoncé qu'ils allaient intégrer eux aussi le DNS over HTTPS. Yep. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le DNS, mon bon monsieur? Le DNS, c'est quand tu tapes google.com et ça interroge le serveur avec son IP et voilà. Alors ça marche aussi avec domain.com. Voilà. Quand vous interrogez des serveurs ou des services sur Internet, en fait, vous connaissez le nom de ce serveur ou de ce service, globalement l'adresse, l'URL que vous tapez, le google.com, le studiorenegade.fr, tout ça. Mais derrière, il faut trouver le serveur qui va permettre de répondre à ça. Et en fait, ce sont des serveurs DNS qui vont faire la résolution, donc DNS, Domain Name Server, qui vont faire la résolution à partir du nom que vous tapez. Il va vous donner l'adresse IP de la machine qui va vous servir, enfin que vous allez devoir contacter. Donc il y a un premier aller-retour qui est fait entre vous et le serveur DNS pour résoudre ce nom de domaine, pour récupérer l'IP. Ces échanges-là, en fait, sont absolument pas sécurisés actuellement. Donc quand vous configurez votre réseau, vous indiquez un serveur DNS, ou ça vient automatiquement parce que votre box opérateur vient préconfigurer avec les serveurs DNS de votre opérateur. Et du coup, vous contactez ces serveurs DNS, et en fait, votre requête pour dire « Tiens, j'ai besoin d'accéder à tel nom, file-moi quelle est l'IP », elle passe en clair sur le réseau. Et même si vous utilisez en fait des serveurs tiers de votre fournisseur d'accès, le fournisseur d'accès verra passer votre requête, donc il verra que c'est pas traité chez lui, mais il verra que ça va jusqu'à tel serveur de résolution, il verra que vous avez récupéré telle IP. Du coup, ça ouvre la porte à l'analyse du trafic qui est fait, et aussi du filtrage, voire de la manipulation de requêtes. Voilà. Donc il y a ça s'appelle du eavesdropping pour ce qui est de surveillance en fait de réseau, et de l'attaque man in the middle pour du coup répondre autre chose que ce que vous avez demandé, voilà, sans compter le flicage et tout ça. Du coup, il y a plusieurs principes techniques qui existent déjà, d'autres moyens de gérer ce type de protocole, et un de ceux qu'a retenu Microsoft, c'est le DNS over HTTPS, donc le DOH, comme dirait notre ami Homer. Do. Et alors le principe, il se passe comment? Donc là, le schéma est un peu plus compliqué, en fait, il y a deux étapes différentes. La première, en fait, votre ordinateur, donc là, le end user, va contacter un serveur DNS pour dire « Hey, salut, est-ce que toi, serveur DNS, t'es bien présent? Quel est ton IP à toi? Et surtout, est-ce que tu sais gérer le DNS over HTTPS ?»
Donc là, il utilise un serveur DNS de Cloudflare, donc le 1.1.1.1, Ouais. qui est bon à connaître, hein, que vous pouvez utiliser en DNS de remplacement de celui de votre opérateur. Et lui va vous répondre, mais oui, il n'y a pas de problème, je sais gérer le DNS over HTTPS. Et du coup, tu vas switcher ton trafic, et donc là, tu pars vers la partie verticale, là, qui est en bas, en dessous de votre end user, et du coup, la communication, il ouvre un autre canal de communication avec ce serveur-là, qui est lui, pour le coup, encapsulé dans du HTTPS, donc qui est un protocole web, mais qui est lui-même sécurisé, donc il est chiffré. Ce qui fait qu'en fait, entre vous et ce serveur DNS là, maintenant, n'importe quelle requête qui passera sera complètement chiffrée et illisible par quiconque se trouve sur le réseau entre les deux. Donc ça ouvre un niveau de sécurité beaucoup plus élevé. Bah, non, c'est pas vraiment Adopi. Là où ça devient très intéressant. Ça, c'est surveiller les sites de streaming. En fait, c'est ça. C'est déjà utilisé. C'est-à-dire que c'est utilisé actuellement pour faire du suivi de trafic et d'activité. Donc du coup, quand votre opérateur voit passer certains trucs, il va du coup savoir un petit peu où vous allez taper. C'est comme votre banquier, quand vous faites un achat en carte bleue, il sait ce que vous avez acheté. C'est toute votre vie, où est-ce que vous avez payé, tout ça. Exactement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que les opérateurs actuellement, ils sont capables du coup de brider certains accès en fonction de quels sont les services que vous allez utiliser derrière. Ouais. Et c'est un des moyens de le faire. C'est-à-dire qu'ils vont savoir que tiens, vous allez taper sur tel site en face, au hasard free Netflix. Ils vont voir que tu tapes sur un serveur Netflix, du coup ils vont dire crack, et bien on va réduire la bande passante pour les accès là-dessus. C'est pas vrai, c'est pas sur ce principe-là qu'ils le font. Le free c'est sur du peering, mais c'était mais ça pourrait. Mais ça pourrait l'être, voilà. Par contre, on a vu que certains opérateurs le font, c'est-à-dire que si tu changes dans ta machine la configuration de serveur DNS, t'as pas les mêmes bandes passantes, la même bande passante sur certains services en fait, avec la même connexion. Bizarrement. Donc c'est assez bizarre. Donc c'est la preuve que c'est utilisé. Du coup, Microsoft a décidé d'implémenter ça dans la prochaine version de Windows 10, donc la version Insider, prochaine version. Ils vont directement l'intégrer dans le cœur du réseau, de Windows Core Networking, donc au cœur de l'OS, donc ça sera vraiment au plus bas du système. Ce qui est plutôt un bon move. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont le faire de manière intelligente, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcer l'utilisation de DNS over HTTPS, ils ne vont pas non plus t'obliger à changer ta configuration, ils vont réutiliser les mêmes paramètres qui sont déjà présents. C'est juste qu'ils vont faire une négo de protocole, ils vont demander au serveur DNS, est-ce que tu supportes ça? Si oui, on escalade, du coup on change, on bifurque sur un protocole chiffré, sécurisé, sinon tant pis, on reste, on fallback sur le fonctionnement actuel. Ce qui est plutôt intéressant. Ça garantit pas la sécurité à 100%, t'as pas moyen de le verrouiller, mais par contre ça garantit la compatibilité, et surtout c'est transparent pour les utilisateurs derrière. Donc c'est plutôt un bon move. Il faut savoir qu'il y a beaucoup déjà d'autres constructeurs, notamment de fournisseurs je vais le dire, d'éditeurs de navigateurs qui ont déjà géré ce système. Firefox, Brave, tout ça. Exactement. Ouais, pas mal. En tout cas, du coup, tous les services seront concernés puisque c'est au niveau de l'OS. Tout à fait. Allez, Amazon qui fait dans le gratuit avec Amazon Music gratuit. Alors jusqu'à présent, vous aviez droit à une version dégradée pour les possesseurs d'Amazon Echo ou les abonnés Prime. Voilà, et bien maintenant ils vont sortir une version gratos. Si vous utilisez un téléphone Android ou autre, vous pouvez utiliser l'appli Amazon Music avec de la pub comme Spotify en version gratos. Du coup l'action Spotify a perdu 5%, celle d'Amazon a gagné 0,5%. Comme quoi ça n'a pas vraiment basculé, mais... Ouais, mais la valorisation n'est pas la même. En nombre de dollars, je pense que 0,5 d'Amazon, ça doit pas être loin. C'est pas mal. Mais évidemment, c'est le move suivant. Spotify en plus qui revendiquait le plus grand nombre d'abonnés du marché devant Apple Music qui est le principal concurrent. Et donc ça leur fait un petit peu mal. De toute façon, Amazon, il y a une règle chez eux, c'est faire mal aux autres. Le chaos. C'est on lance des trucs et puis on verra ce qui se passe. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'ils aiment... Alors, ils le font. Il y a quand même vachement de ça. Mais il y a aussi le fait d'étouffer la concurrence. C'est-à-dire qu'ils sont très forts là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont être capables sur des services comme ça de dire on fait zéro profit. Mais on va niquer la concurrence. Une fois qu'il n'y a plus personne, là on va ouvrir les vannes, on va faire du pognon. C'est ça. Donc ça fonctionne par le chaos. On balance des trucs. C'est pas étonnant. Et puis en avant. Donc voilà comment Amazon compte gagner des parts de marché sur la musique. Bon, sachant que le catalogue Amazon n'est pas ouf par rapport aux autres. Ah non, alors clairement pas. Voilà. Mais en même temps, pour juste écouter de la musique comme ça comme la radio, ça fait l'affaire. Alors, tu vois, j'ai fait l'expérience. Alors, juste avant d'en parler, il faut savoir aussi que ça fait suite à l'arrivée de Spotify sur le marché américain. Jusqu'à présent, n'hésitez pas. Ils sont arrivés il y a un an et quelques, je crois. Et du coup, Amazon se sent aussi visé par cette attaque-là, puisque c'est plutôt un marché pour Amazon là-bas. Ils s'attendaient à le prendre. Et du coup, il y avait une concurrence. Donc, c'est aussi une réaction.
Alors, expérience personnelle, je me sers de l'Amazon Music sur Echo, sur Amazon Echo que j'ai à la maison, Bernadette. Et jusqu'à présent, j'avais le compte Amazon Music qui vient avec, et alors Prime, du coup, puisque je suis abonné Prime, et le compte Spotify. J'ai supprimé le compte Spotify parce que du coup c'était le mien et ça me niquait complètement ma. Voilà, les enfants à la maison s'éclatent tout ça machin. Donc moi, mes playlists, ça ressemblait à plus rien. Et à partir du moment où j'ai débranché Spotify, en fait, j'ai vu la différence de catalogue, mais de fou. Bah oui. C'est, y a des musiques qu'on avait l'habitude d'écouter, ils y sont plus. Ou alors tu as juste un extrait, tu vois, il va te passer 15 secondes. Donc tu le sens quand même qu'il y a une différence de catalogue. Ce que tu aurais dû faire, c'est mettre en catalogue par défaut Amazon Music, comme ça dès qu'ils font une requête, c'est Amazon Music. Ils disent je veux écouter La Reine des Neiges, et hop, t'as La Reine des Neiges, mais sur Amazon Music. Et toi, tu te mets en secondaire Spotify, comme ça tu précises je veux écouter machin sur Spotify. Moi, c'est ce que j'ai fait. Par défaut, j'ai mis Spotify, comme ça c'est le compte de Shag et c'est le bordel. Il fait pas un fallback automatique s'il trouve pas sur Amazon Music? Non. Non. Non, mais en fait, Et j'ai mis Apple Music, le mien, et du coup, quand je veux un truc, je demande à Apple Music, et elle, quand elle veut un truc, elle demande simplement. Ouais, mais en fait, qu'il faut que je fasse. Je peux demander à Amazon Music si je veux, parce qu'il y est aussi. D'accord. Non, mais on a un compte Spotify Family, donc il faut que je crée un accès maison en fait là-dessus. Ouais, parce que là, c'est le truc surtout. Et c'est d'ailleurs une autre remarque, c'est que c'est dommage que ce soit pas géré ça. Oui. Qu'il n'y ait pas un. En fait, ils en avaient parlé. Alors, le mix family avec. Nous. Alors en fait, il y a deux choses. Normalement, en fait, tu es censé pouvoir créer des profils Amazon, et il est censé reconnaître les gens qui font la requête. Et si c'est pas toi, il se connecte pas à ton compte Spotify. Fuck. Non, mais normalement, en fait, tu devrais avoir un profil Ils ont pas Christophe traduit avec fuck ton en compte, français un encore. profil pour madame avec son compte. Et du coup, quand elle fait la requête, c'est sur son compte Spotify. Quand tu fais la requête, c'est sur ton compte Spotify. Et d'ailleurs, même normalement, il y a une commande vocale où tu dis Bernadette lance Spotify Connect. Et normalement, il est censé te proposer de connecter à notre compte. Ça marche pas en France. Pourquoi je cherchais ça? Parce qu'il y a justement un truc qui s'appelle Spotify Connect qui permet de piloter son enceinte Echo comme une enceinte compatible Spotify Connect dans l'appli Spotify. C'est hyper pratique parce qu'en gros, c'est un peu le AirPlay-like, le multi-room et tout ça. Oui, parce que c'est ton compte qui est dessus. Oui. Par contre, madame, si elle a son compte Spotify, si elle veut le faire, Amazon Echo n'est pas détecté. Parce qu'il est déjà lié à un autre compte. Parce qu'il est lié à un autre compte. Mais normalement, on était censé pouvoir le faire sur plusieurs comptes. Et ça a lancé son profil et son truc. Normalement, tu es censé avoir un voice match maintenant sur les Amazon Echo, mais c'est aux États-Unis depuis des mois et des mois. Et chez nous, c'est toujours pas là. Mais quand je dis des mois et des mois, ça fait presque un an, quoi. Mais vivement que ça arrive. Voilà. Et ça réglerait vachement le problème. C'est un vrai manque, ouais, tout à fait. Super. Toujours chez Amazon, le Fire TV Blaster. Yeah. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est ça. Voilà. Ça. Ah, c'est pas du tout un blaster. C'est ce cube. C'est ça, les petits trucs bleus qui tirent là. Non, c'est juste pour te dire qu'il est allumé ou qu'il fait sa requête. Ça fait tellement le. Et il bouge aussi quand tu lui parles. Non, c'est juste un truc. Là, tu lui dis allume la télé. Et là, bim, c'est le cas de le dire, infrarouge, ça allume la télévision infrarouge. Bim, un bim. T'as vu? Un rayon. Un rayon, c'est merveilleux. C'était un jeu de mots anglais, je me suis dit. Tu l'as travaillé. Voilà, non, pas du tout. Je vais l'inventer à l'instant. Ça allume la barre de son et ce genre de truc. C'est livré avec quoi? Avec en plus une petite extension infrarouge que tu peux voir à gauche, que tu branches à l'arrière, ce qui te permet, par exemple, si ton truc est posé sur un meuble et que tu as un des récepteurs qui est à l'intérieur du meuble. Ouais. Des amplis, tout ça, par exemple. Un ampli ou une set-top box, tu vois, qui fonctionne en infrarouge. Hop, tu peux la mettre en dessous et du coup piloter comme ça. Et tu peux la prendre pas mal de commandes du genre mets la 1, mets la 2, monte le son, baisse le son et ce genre de trucs. Et je remets le son. Et du coup, ça permet à Bernadette de piloter les appareils infrarouges. Alors, attention, pour le moment, c'est réservé qu'aux équipements Wi-Fi et tout. Mais il y a déjà des devs qui ont dit mais on pourrait l'ouvrir pour les ventilateurs infrarouges. Bah oui, les clims et tout ça. Pour les clims et machin. Et du coup, ça va arriver. C'est vendu 35 $ aux États-Unis. Ça sera livré le 11 décembre. Ça donne envie d'essayer. C'est pas cher. Direct. Le 11 décembre. Sinon, il y a un bundle qui inclut, accrochez-vous bien, donc un Echo Dot que vous avez là. Vous avez aussi un Fire TV 4K et le Blaster pour 79 $.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. T'as un dot, plus un Fire Stick, plus un blaster. Ils sont en train d'inonder le marché de péter, quoi, en fait. Alors, ce genre d'appareil, c'est pas nouveau, ça existait beaucoup dans ça fait longtemps, ouais, moi j'en ai mais ça restait de l'ordre du bidouillage, et puis du geek, fallait vraiment... Ouais, et t'avais une appli spécifique sur ton smartphone qui se fallait enregistrer les trames de trucs, ouais, c'était... Enfin, ça se faisait, hein, mais c'était assez compliqué. Mais là, à mon avis, ça va être genre, Bernadette apprend la commande infrarouge pour éteindre la télé, par exemple, et elle va dire, ok, pointez le truc vers la télé, ou depuis l'app, tu vas le faire. Tu vas pointer vers le truc et c'est bon, quoi. Le truc qui est hyper intéressant, c'est surtout ce qui va être appareil de clim, parce que souvent les clims connectés, ça coûte une blinde. Alors que là, tu vas pouvoir le commander. Ouais, ça vaut 90 balles. Hein. J'en ai installé 2, donc. Scalen, elle est présente, la personnalisation de la voix pour te reconnaître. Tu lui dis comment je m'appelle, elle te dit t'appelles Cédric, machin. Mais il n'y a pas de profil. C'est ça qui me manque, en fait. Tu peux pas avoir 2 comptes Spotify liés chacun à un profil, machin, tout ça. Salut Prozil, petit bon tour, petit passage rapide. Enfin bref. Et on termine avec... on termine avec le Motorola Razr. Le Motorola Razr, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça. Qu'est-ce que c'était? C'était ce magnifique téléphone. J'en ai vendu, mon gars, mais tu n'imagines même pas la quantité de camions, de tonnes. De toutes les couleurs, des roses, des jaunes, des noirs. J'hésitais à prendre les photos. Il était beau. Hein. Le rose, il était... Il y avait des bleus, ça c'est la couleur d'origine, donc version alu. Et la boîte d'origine, mes aïeux, celle qui était sortie au tout début, c'était un truc de malade. Et donc, du coup, surfant sur cette magnifique marque et cette vague rétro qui n'en finit pas, Motorola a décidé de relancer le Razr 2019. Et regardez-moi ça comme il est pas beau. Et ouais. C'est un écran complet. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un smartphone normal. Bah ouais. Et non, parce que... il se plie, c'est un foldable, et oui. Alors comme vous le voyez, Crédit Photo Frandroid, hein, merci à eux pour ces photos, magnifiques photos. Ils ont fait une prise en main dessus, donc on voit clairement comment l'écran se plie, donc il se plie à l'intérieur. On voit clairement une main, puisque c'est une prise en main. Exactement. On parle toujours de photos là, de téléphone ou C'est ça. Et donc voilà, le design est plutôt propre, le hardware a l'air pas mal. Par contre, regardez-moi ça. Ça vous fait pas penser à quelque chose, cette magnifique charnière comme ça? Fold? Un Galaxy Fold? Ouais, alors il y a une nuance, hein. Je sais pas si tu l'as vu, en fait, à l'intérieur, je sais pas si t'as pas pris le schéma. Tu vas le voir. Ah, au niveau de... Comment l'écran se plie pour justement oui, il y a une courbure dedans. Ouais, il y a une grosse courbure. Il se plie pas à plat complètement. Non. Attends, si je crois que tu le vois, ici tu le vois un petit peu. Tu vois, voilà. Ouais, c'est pas il y a un creux qui se fait. Ouais, en fait, il y avait un schéma qui avait été partagé, un gif animé. On le voyait vraiment s'ouvrir et se fermer, je crois qu'il était chez The Verge. Je vais essayer de le trouver, que tu continues à le décrire. Mais si c'est un The Verge, ça va être une vidéo, donc tu vas pas le voir. Voilà, donc ça se plie, Essence déplie. La réactivité est plutôt pas mal, voilà. Donc c'est vraiment le retour du clamshell et qui du coup permet de gérer vraiment les écrans pliables qu'on a maintenant, les nouveaux foldables. Par contre, le téléphone au niveau du hardware, il est pas oufissime. Ah, j'ai oublié de le dire, tiens, il y a un petit écran par-dessus. Pour gérer les notifs et quelques autres trucs quand il est fermé, quand il y a les clapets fermés quand même. D'ailleurs, t'as dit 2019, mais c'est 2020. Parce qu'il sort en 2020. Oui, il sort en 2020, mais il est brandé 2019 en fait. Ouais. Il sur le marque. Google, il propose 2020 direct. Ah ouais, moi j'ai. Bah ok, bon. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau des specs hardware, donc l'écran il est juste HD, bon après il est assez petit, donc il est 876p, voilà, donc on n'est plus sur les grands écrans. C'est un CPU, un SoC Snapdragon 710, donc on est vraiment sur du milieu de gamme et encore du milieu de gamme de la génération d'avant, donc c'est un peu vieillot. Appareil photo moyen bof, il n'y a pas de stabilisation optique notamment, et puis quand même 128 Go de stockage, donc ça c'est dans la moyenne, on peut dire. Pas officiellement annoncé en France encore. Il arrivera en Europe à partir de décembre 2019. Pour, accrochez-vous bien Maryse, 1599 €. Rien que ça. Rien que ça, pour un truc qui est, tu vois, rien que ça, elle s'est allumée Bernadette. C'est ça, je ne sais pas. Donc voilà, ça coûte quand même une blinde. Alors, il y a un truc quand même qui est rigolo, c'est qu'ils surfent jusqu'au bout sur la vague rétro et sur la marque, puisque ils ont carrément implémenté un mode Razr rétro. Donc tu vas pouvoir retrouver le clavier de l'époque et l'affichage de l'OS de l'époque. Regardez-moi ça, comment c'est pas magnifique. C'est vraiment, ils sont allés jusque là quand même. Voilà. Donc ça reste de l'Android, hein, vous l'avez vu là-dessus. Et ça vient avec Android 10. Et du coup, Android 10 gère les écrans pliables. Donc, a priori, ça marche plutôt bien. Les premières prises en main de Frandroid, nos amis de Frandroid notamment, disent que c'est assez réactif malgré tout, même si le CPU, le SoC est assez vieillissant.
la réactivité est au rendez-vous sur l'ouverture et sur l'affichage. Voilà, donc là on voit bien que ça se met directement en place. Et puis voilà, on retrouve le principe du clapet qui a fait fureur à l'époque. J'ai pas réussi à retrouver la pliure, mais par contre j'ai trouvé autre chose. C'est la boîte qui fait office aussi de dock de chargement. Voilà, tu le mets en fait à l'intérieur de la boîte pour charger. Voilà, ni plus ni moins. Magnifique. C'est beau ou pas? Ouais, c'est magnifique. Voilà. Et sinon, ouais, il y avait. En fait, le principe c'est que tu vois comment il se plie. Ouais. Et en fait, la partie centrale, il y a 0 composant. 0. Ce qui fait qu'en fait, l'écran, quand il se plie pas bêtement avec une courbure. C'est-à-dire qu'il se plie, mais en fait, il va se plaquer à l'intérieur. Il fait un truc comme ça, quoi, en fait. Et du coup, ça évite de faire ce fameux creux tout dégueulasse qu'on voit par exemple sur le Fold et ce genre de trucs. Dégueulasse. Ils ont l'air d'y avoir d'avoir un peu plus pensé le truc. Par contre, ouais, c'est le Snapdragon, hein, comme tu disais, le 710. Ça fait pas haut de gamme, quoi. Non, ça fait mal aux fesses pour un truc à 1600 € quand même, ça fait mal aux fesses. Ça va être celle-là, c'est curieux d'ailleurs qu'ils aient choisi. Ben, je pense que c'est pour l'intégrer parce qu'il est ultra fin quand même. Oui. Il est ultra méga fin. La batterie, elle est miniature. J'ai pas récupéré les specs de la batterie d'ailleurs, mais en fait la batterie, elle est juste dans le menton en bas en fait. Ouais. Le reste, il y a quasiment rien dedans. C'est juste les antennes et puis. Après, le Razer, c'était déjà pas un foudre de batterie. Ouais, non, je pense que le 710, oui, c'est vraiment pour la batterie et l'économie, quoi. Voilà. D'un autre côté, j'ai jamais trop compris la course, moi, à l'armement sur les mobiles. Ouais, sur les mobiles. À part pour faire des économies de batterie, mais le fait d'avoir des Big Little, tu sais, les architectures Big Little, tout ça, machin, mais pourquoi pousser à avoir autant de puissance Mais pour les jeux, pour la 3D, pour l'intelligence at edge, pour gérer des calculs pour le traitement photo. Ouais, c'est vrai. On fait énormément de traitement photo maintenant en local pour améliorer les photos, pour agréger différents capteurs, tout ça. Donc il y a aussi besoin de ça. C'est vrai. Mais là, il n'a pas, vu qu'il a un capteur de merde. Ouais, c'est un peu d'intérêt. Voilà. Donc c'est vraiment pour les hipsters qui ont envie d'un rétro téléphone miniature design. Qu'il est fermé. Pour le coup, il est vraiment plus petit que le Razer d'origine une fois fermé. Ah ouais, moi ça, il est tout petit. Ouais. Et il est un peu plus large, je crois, quand même. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Un peu plus carré. Voilà. Mais bon, c'est intéressant d'avoir un design. Alors, ce qui est bien, c'est que, contrairement au Fold, où on avait vraiment du pliable pour faire du pliable, là, ils ont bénéficié de la vague de cette techno qui est arrivée pour remettre au goût du jour un truc qui existait déjà avant, qui faisait déjà du il y a un bouton sur le menton en bas. Voilà. Avec capteur d'empreinte, je crois. Ah, c'est marrant. Je suis curieux de l'appareil, mais très sincèrement, je suis j'aimerais bien le voir. Voilà. Mais c'est pas un truc qui m'utilise au quotidien. Bon, enfin bref. On en arrive. On a terminé. Et oui. Pour nous retrouver sur les internets. C'est là-bas. @ChrisKamikas pour toi, @Cédric Bonnet pour moi. Sur Twitter. Yep. Pour nous soutenir, vous pouvez passer sur tipeee.com/SCDRenegade ou lâcher un Twitch Prime ou un Twitch pas Prime d'ailleurs. Vous pouvez devenir sub. Ça vous permet d'accéder de cette façon au Slack. Et le Slack qui est un Slack privé où on peut discuter, tout ça, machin. Alors on va nous l'envoyer. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe quand on va sur le Slack? Qu'est-ce qui est sur le Slack en ce moment? On fait un tirage, enfin il y a un petit concours où vous répondez à un commentaire, vous pouvez gagner un Google Home. Alors c'est pas le Nest, hein, c'est la version Google. Donc voilà. Petit et grand à la fois. Mais oui. Voilà, petit et grand à la fois, le Google. Mais pourquoi fait-on gagner un Google Home? Parce qu'on a notre, j'allais dire skill, mais on dit pas un skill chez. Ouais, notre application Google Home voilà. sur Renegade qui est dispo, vous pouvez lui demander quel est le prochain stream, machin et tout ça. Le Mister SP, si tu veux, tu sais ce qu'il faut faire, une action Google Home. Une action, voilà. C'est ça qu'on nous dit. C'est ça. Donc voilà, à partir de 5 € de soutien sur Tipeee, vous allez pouvoir rejoindre le Slack et participer à ce magnifique concours, sachant que vous allez avoir une chance de fou. C'est obligé. Voilà. Et on oublie nos abonnés Freebox Delta, qui ont, eux, accès maintenant à un Amazon Prime gratuit avec leur compte. C'est vrai. Et du coup, à un Twitch Prime. Mais venez, c'est gratuit. Regardez ça. C'est gratuit. Grâce à Xavier Niel, vous allez pouvoir gagner un Google Home Mini. C'est parfait, tu sais, le truc... Le raccourci complet. C'est parfait. Xavier Niel vous offre des Google Home Mini. C'est le raccourci encore plus gros. Et on va tweeter ça, on va voir s'il va RT. Ouais, on verra. Avec un lien vers la vidéo. C'est ça. Bien. Et sinon, pour la suite des programmes, pour savoir un peu tout ce qu'on fait, tout ça, vous avez studiorenegade.fr, notre site web, sur lequel vous allez retrouver l'agenda, les streamers, tout ça. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, parfait. Des fiches par émission. Merci à vous. Merci encore d'avoir suivi cette émission.
D'avoir suite émission. Et on se donne rendez-vous. Alors, pas la semaine prochaine, puisque ça sera RGB la semaine prochaine. C'est vrai? Ah bon? Bah oui, je crois le 27. On m'a pas dit. Voilà, donc normalement la semaine prochaine c'est RGB, mais on se retrouve dans 15 jours et sans doute pour le keynote aussi du 2 décembre. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Ciao.